Aujourd'hui, j'en suis vraiment à un stade où je me sens dans une sorte d'équilibre parfait. Donc j'ai toujours les terres autour de ma période agricole. Je viens encore de planter 400 oliviers. Je fais toujours du bûcheronnage. Je continue mon chantier, je fais mes charpentes et en même temps je fais mes spectacles, je fais mes créations, je fais mes mises en scène, je fais tout ça. Et qu'est-ce que je peux demander de plus? Alors, je m'appelle Oliviero Vendraminetto et comme ça peut s'entendre, c'est un nom italien, bien que je sois né en Belgique de parents immigrés. Alors, aujourd'hui j'ai 69 ans et peut-être que je suis aussi à l'âge où je peux faire une petite rétrospection de ma vie et une sorte de bilan. Alors j'ai presque envie, parce qu'aujourd'hui, malgré tout le métier que j'ai fait de ma vie, je reste profondément conteur. Et puis j'ai peut-être envie de commencer par une petite histoire que la plupart des gens connaissent. Hein, c'est l'histoire du petit oiseau. Du petit oiseau qui est dans le froid, dans la neige, il est vraiment en train de mourir de froid. Et c'est là que un paysan passe, et voit le petit oiseau, il le prend dans ses mains, il le réchauffe, il souffle dessus pour lui donner un peu de vie, et puis l'oiseau il se sent beaucoup mieux, il sent que la vie revient dans ses plumes, et il est tout beau, tout content. Et puis le paysan, il est sur le chemin pour rentrer chez lui, puis il se dit mais je peux quand même pas le ramener à la maison, si je l'amène à la maison, je pense que ma femme va pas être contente. Alors qu'est-ce que je vais faire de cet oiseau? Et puis là il voit une belle bouse de vache, il dit tiens, la bouse elle est encore bien chaude, je vais le mettre là-dedans, il va continuer à avoir chaud et répondre de force. Et en effet, il met l'oiseau dans la bouse de vache et le paysan s'en va. Et l'oiseau tout content, effectivement, ça le revigore, et piou piou, piou piou, piou piou, piou piou, piou piou, tout content. Et c'est là qu'un renard passe. Et il voit l'oiseau, et bien sûr, triste fin pour l'oiseau. Et donc, la morale, si on cherche une morale, c'est tout simplement que c'est pas forcément celui qui te met dans la merde qui te veut le plus de mal. Et c'est pas forcément celui qui te sort de la merde qui te veut le plus de bien. Et si je raconte ça, c'est parce que j'ai eu une enfance assez chaotique. Je suis né en Belgique de parents immigrés. Je n'ai pas été élevé par mes parents. Ils m'ont envoyé chez une tante en Italie. Et donc j'ai eu pas mal d'allers-retours entre Belgique et Italie. Et finalement, ce qui pourrait peut-être figurer comme un handicap, comme un problème, le fait de ne pas être avec ses parents, au contraire, moi, ça ne m'a pas mis vraiment dans la merde, au contraire, j'ai eu la chance d'avoir une autre éducation avec cette tante en Italie, qui bien qu'analphabète était d'un progressisme incroyable. Une femme toute simple qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. D'ailleurs, je la considère un peu comme ma mère adoptive. Et je crois que c'est ça qui m'a aussi permis d'avoir un autre regard sur le monde. Un autre regard sur le monde qui m'ont facilité certaines prises de position. Moi, j'ai grandi un peu dans l'époque Flower Power, mouvement hippie, guerre contre le Vietnam, remise en question de tous les paradigmes de la société d'après-guerre. Et très tôt, j'ai eu une certaine curiosité pour d'autres idées, pour d'autres visions du monde. J'ai eu aussi la chance d'avoir en Italie notamment des profs à l'école très très différents les uns des autres, du facho plus extrême au socialiste anarchiste autre. Et c'était très intéressant comme influence parce que ça permet de faire un peu la balance de ce qu'on veut amener comme éducation. Et là, il y a eu quand même un gros souci parce que quand j'avais 15 ans, donc j'étais à Turin en Italie, j'étais très très bon élève, j'étais
bon, à l'école. Et là, c'était la période en Italie où ça commençait à chauffer beaucoup. On était en quelle année là? C'était dans les années 69 par là. Ça chauffait à quel niveau? Ça chauffait, en France on a connu mai 68, ça a duré 2 mois. En Italie ça a duré des années. Ça a duré des années et avec une conscience politique qui s'était répandue parmi la jeunesse qui était très très forte. Cette époque-là, 68-69, n'importe quel jeune Italien d'une vingtaine d'années pouvait décortiquer toute la politique italienne, il y avait son analyse, ses propositions. C'était très intéressant comme période. Et ça bougeait beaucoup dans les classes ouvrières aussi, peut-être, non? Ça bougeait beaucoup dans les classes ouvrières et le souci, c'est que ça a aussi glissé dans certains endroits, dans certains mouvements, vers une forme de violence aussi. En réaction à des violences aussi qu'on subissait. Et là, j'ai eu le grand malheur d'aller dans une manif, j'avais 15 ans, j'étais dans une manif pour protester contre les violences policières. Déjà à l'époque. Je ne sais pas comment c'est en France ou si c'est toujours le cas en Italie, mais d'après les infos que j'avais eues à l'époque, la police n'a pas le droit, la gendarme, la police n'a pas le droit de rentrer dans certains lieux, comme les universités, les écoles, les hôpitaux, les églises, sauf dérogation, quelque chose, dérogation, ça doit être un équivalent de dérogation préfectorale ou quelque chose comme ça. Et puis là, c'était une période où ça n'arrêtait pas. Donc moi, j'étais en Italie, à Turin, j'étudiais avec une bourse qui me permettait d'être prise en charge dans un internat. Et malheureusement, j'étais donc arrêté par la police dans une manif. Bon, d'une part, j'étais tabassé à mort. Ah ouais. Tabassé, vraiment tabassé. Et d'autre part, c'était en pleine période d'examen, donc rater les examens, adieu ma bourse, etc. Donc ça a été un grand bouleversement de ma vie. Et j'ai mis très très longtemps à m'en remettre de ce bouleversement-là. Mais ça a quand même continué à alimenter une réflexion par rapport à la société, par rapport à tout ce qui se passe autour, et une prise de conscience de ce conditionnement. Il y a une forme, je vais presque utiliser le mot de castration. Une castration de liberté. On te met dans un moule. Et si tu veux que ça se passe bien, il faut que tu restes dans ce moule. Donc là, tu parles de l'Italie de l'époque ou de l'Italie de l'époque, mais ça continue de l'Italie de l'époque, la Belgique, l'Europe, tout le monde occidental, même ailleurs. Il y a un moule dans lequel le système éducatif essaye de te mettre. Le système éducatif, plus la société, plus les parents, plus... voilà, ce sont les paradigmes qui sont en vigueur à ce moment-là et encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que, comme on discutait tout à l'heure, plein de gens se retrouvent coincés dans un chemin qui n'est pas forcément celui qu'ils ont choisi. Et donc, ayant perdu cette bourse, je me suis retrouvé de nouveau en Belgique chez mes parents. J'avais 15 ans, mes parents ne me connaissaient quasiment pas. Moi, j'avais... en toute innocence, une vision du monde progressiste, et pour mes parents, j'étais devenu un délinquant, alors que ce n'était pas du tout le cas, juste que je ne correspondais pas à leur éducation, au système. Eux, ils ne remettaient pas vraiment en question les choses, ils ne seraient jamais allés manifester? Ben non, c'était... mais en même temps, je les comprends. Hein, mes parents, c'est une génération qui est sortie de l'après-guerre, qui a connu la misère, c'était une génération de survivants. Que ce soit chez mes parents ou chez ma mère ou chez mon père, 13 enfants nés, 6 qui ont survécu. Ah oui. C'est cette époque-là, donc comment je peux leur en vouloir? Tu vois, donc c'est des survivants. Ce qui est important, c'est assurer son quotidien, un avenir. Et toujours cette peur de l'avenir qui peut être sombre, on ne sait jamais, parce qu'ils l'ont vécu. Oui, donc l'importance des études, d'avoir un métier. Voilà, d'avoir un métier, d'avoir une situation stable. Ouais. J'arrive en Belgique et là, c'était une période où
c'était vraiment très 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 trouble et très dangereuse. Il y avait ceci de positif qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore le sida, il n'y avait pas encore tous ces genres de problèmes, mais c'était une époque où ça commençait à sérieusement avoir les influences, les avènements des drogues, des psychotropes, des phénomènes de mode aussi, et puis une révolution culturelle à tout niveau, musicale, sociétale. Ça, c'est plutôt positif. Oui, c'est plutôt positif, sauf que aujourd'hui, si je reviens un petit peu en arrière, je crois qu'il y a un grand malentendu. Il y a un grand malentendu parce qu'on a cru avec une certaine aisance à ce mot liberté sans saisir le cadre de la liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas forcément faire tout ce qu'on veut. La liberté, c'est de faire des choses, mais d'une manière consciente. De savoir jusqu'où tu peux aller, ce que tu peux faire, et toujours prendre en considération l'autre et le monde qui t'entoure. C'était aussi le début de la conscience écologique. On commençait à parler de l'environnement, et encore déjà environnement, c'est pas le terme que je préfère, parce qu'environnement c'est pas ce qui nous environne, non, c'est là où nous sommes dedans. Donc je préfère vraiment l'écologie dans le sens étude de la chose. Et donc moi j'étais en Belgique, bon je continue à grandir en Belgique, et je me sentais pas vraiment chez moi. Voilà. Beaucoup trop de monde, il faut dire que qu'il y a une grande densité de population là-haut. Et puis j'avais envie d'une autre vie. Je m'étais intéressé au jardinage, à l'agriculture, toutes sortes de plantes médicinales, etc. Et puis c'est aussi l'âge, je pense, quand je suis arrivé autour de 20 quelques années, c'est l'âge où tous les jeunes garçons se sentent un peu une force de samouraï invincible. On y va, on fonce. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu venir en France. Voilà. Pour revenir en Italie, j'aurais bien aimé revenir en Italie, mais j'avais cette cicatrice qui traînait au fond de mon âme, qui n'était pas encore guérie. Et la France, pourquoi? Et donc je suis arrivé en France un peu par hasard. J'avais fait une première fois un voyage avec des amis en vacances, découvert un peu le sud, du côté de l'Hérault, des Cévennes un peu, etc. Et puis j'avais vraiment envie de revenir ici. Et puis j'ai trouvé un terrain au milieu de nulle part, où il n'y avait rien, là où je vis encore aujourd'hui. Voilà. Et à l'époque où j'étais marié, j'étais marié en Belgique, une histoire qui n'a pas duré longtemps, mais... Et avec mon épouse, on avait acheté ce terrain, il n'y avait rien, absolument rien. Donc c'était un terrain nu, un bout de forêt? C'était un terrain nu, agricole, machin, et tu dis, bon, ben, j'achète, et puis on verra. Et donc en 79, séparé de mon épouse, etc., je suis venu m'installer ici, au milieu de nulle part. Je plantais ma tente. Et j'ai vécu une année sous une tente. Avec un hiver? Voilà, plein hiver et tout, le temps de me faire une cabane. Et comme à l'époque les gendarmes étaient plutôt, je vais utiliser le terme sans complexe, chiant et pénible, ils venaient régulièrement m'harceler pour des histoires de qu'est-ce que vous faites là, machin, permis de construire, etc. Et donc j'avais trouvé la ruse de faire une cabane sur pilotis. Une cabane sur pilotis, 10 mètres de long, 2,50 m de large, un peu comme un mobil-home, et en prétextant que le bâti était mobile, donc c'était pas fixe, pas de permis de construire. Et puis un jour, ils sont venus me dire, mais alors, si c'est mobile, il faudrait le déplacer. Je dis, oui, il y a un châssis dessous que je construis, donc vous me payez une grue et moi je déplace la maison. Bon, après j'ai eu quand même la chance, et ça c'est en contradiction avec l'expérience de beaucoup d'autres gens, j'ai eu la chance d'avoir été bien accueilli ici, très très bien accueilli. Par les habitants? Par les habitants, par le maire, par l'ancien maire du village, qui, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de curiosité, s'est intéressé à moi, il m'a donné du travail, il m'a facilité beaucoup de démarches. À l'époque aussi, j'avais trouvé une formation dans le milieu agricole
pour obtenir un brevet qui me permettait de m'installer comme agriculteur. Et sous conseil de ce maire, il me dit, installe-toi comme agriculteur et tu pourras demander un permis de construire pour une maison, etc. Donc tout ça, ça s'est fait. Et j'ai eu toute une période comme ça où j'ai vraiment essayé de l'agriculture en tant que maraîcher. Et c'est là aussi que j'étais confronté à ce décalage entre moi et le reste de la société. À quel niveau? Au niveau que moi j'étais déjà un pionnier de la bio, de la décharge bio, l'agriculture biologique, et de prendre en considération qu'il y a un équilibre partout, que les choses sont jamais par hasard là où elles sont, et que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a un équilibre qui se fait dans la nature, qui se fait quasiment automatiquement. Et lorsque j'ai fait mon tout premier marché à Gaillac, avec mes produits bio, pour ma voisine de stand, donc moi je vendais quelques légumes, mais j'avais un tout petit stand, et il y avait une voisine paysanne, agricultrice, pareil, qui vendait ces choses. Pour elle, c'était un argument de vente de dire que ces produits étaient traités. Mais en toute sincérité, c'était tout à fait innocent. Mais oui, madame, soyez tranquille, ils sont traités, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Vous ne trouverez pas de bestioles. Soyez tranquille, ils sont traités. Bon, on a fait du chemin depuis. Mais je crois que ça a été un peu trop tôt de faire l'agriculture biologique à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les AMAP, il n'y avait pas toute l'organisation qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était quand même très très difficile. Et je me suis retrouvé dans la situation où il a fallu quand même que de temps en temps j'aille mettre en pratique l'ancien métier que j'avais appris en Belgique, donc charpentier maçon, pour pouvoir le manger, etc. Ah oui, tu avais une formation de charpentier maçon. Ouais, initialement en Belgique, j'avais une formation de charpentier maçon. D'accord, ce qui a facilité les choses pour la construction de cette maison aussi. Absolument. D'accord, je comprends mieux. Absolument. Voilà. Donc des légumes, tu en as fait pousser pendant combien d'années? J'ai fait ça pendant 8-9 ans, je suis resté agriculteur un peu plus longtemps. Donc tu as quand même trouvé des gens à qui les vendre, tes légumes? Oui, mais ça marchait pas si bien que ça. Ouais. Je gagnais pas vraiment pas très bien ma vie avec ça. Voilà, donc quand je suis arrivé à l'âge de 33 ans, je me suis offert un voyage à cheval, puisque ma formation que j'avais fait en France pour agriculteur, au départ, c'était pour travailler avec des chevaux. Et donc j'avais fait une formation de palefrenier, mais j'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas que je rentre dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu très snob, très bourge. Et quand tu es palefrenier, tu as moins de valeur que le crottin du cheval. Mais bon, ça m'a quand même donné aucun regret, parce que ça m'a permis de connaître les chevaux, d'aimer les chevaux. Et quand je suis arrivé à l'âge de 33 ans, j'avais chez moi 2-3 chevaux, et je me suis offert un voyage à cheval, d'ici, dans le Tarn, d'ici du Tarn jusqu'en Italie. Un voyage de 3 mois, que je n'oublierai jamais. Très belle période de ma vie. J'avais une amie, donc on a fait le voyage avec l'amie, 3 mois, et c'est à la suite de ce voyage, donc on s'est séparé avec cette amie, et j'ai rencontré une femme qui est devenue ensuite la mère de mes enfants, Evelyne, avec qui j'ai eu une très très belle histoire d'amour qui a duré 18 ans. On a eu 2 beaux enfants. Mon premier enfant est né dans la cabane, en bois. Donc à la maison. Dans la cabane en bois. J'avais commencé à construire un petit peu la maison autour de la cabane. Mon épouse à l'époque était institutrice. Et puis ça devenait un peu compliqué ici, à la fois le chantier et l'enfant petit. Et pendant 3-4 ans, on a habité chez des amis, pas très loin d'ici. Et moi, je continuais à travailler quand même ici. Et puis, c'est passé un truc qui a remis pas mal de choses en question. Je suis tombé malade. Je suis tombé bien sérieusement malade. Une bonne pneumonie qui m'a mis KO pendant 6 mois.
Et là, le samouraï invincible se dit, mais oulala. Et là, t'avais quoi, 30, Là, j'avais 35 35, 36 ans par là. Ouais. Entre-temps, j'ai eu ma fille qui est née aussi aux Barrières. Mhm. Et quand je suis tombé malade, il s'est présenté une occasion d'acheter une maison juste à côté du terrain où je vis aujourd'hui. Donc une maison qui n'est pas celle-là, mais on la voit de la route là-haut. Mhm. Et donc on a acheté cette maison là-haut. Alors qu'ici, mon projet ici, au départ, c'était d'arriver à faire une maison sans argent et sans crédit. J'étais bien parti pour la faire, et puis bon, le fait de tomber malade, ça a bien ralenti les choses. Et puis on a acheté l'autre maison là-haut, et là avec un crédit. Et j'ai passé quelques années dans cette maison pour tout retaper, pour tout remettre en état. Bon, je bossais bien 7 ou 8 ans pour tout refaire dans la maison. Ah oui, c'était pas une maison clé en main, il fallait quand même travailler dessus, en plus du belle chantier. maison, mais il y avait quand même beaucoup de travaux à faire. D'accord. Voilà. Et bien plus tard, donc j'arrive doucement à l'âge je m'approche de la cinquantaine. On s'est séparé avec la mère de mes enfants. Et je suis revenu ici, dans mon vieux rêve. Donc vous avez revendu l'autre maison. Non, j'ai laissé la maison, j'ai trouvé un accord avec la mère de mes enfants. D'accord. On a trouvé un accord. Et je suis revenu ici. Et j'ai repris mon chantier ici. Et j'avais pas en rond. Et j'avais pris la ferme décision de reprendre les études. Sauf que je n'avais pas le bac. Donc il a fallu que je passe par un diplôme d'accès aux études universitaires. Donc j'ai pris des études lettres modernes option théâtre, puisque depuis un bon moment je faisais déjà du théâtre en amateur. Et je voulais devenir professionnel dans ce milieu-là. Et là pareil, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de copains parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'à 50 ans, on puisse prendre ce genre de décision. Est-ce qu'ils étaient dans quel fonctionnement? Ils étaient sur des rails tout tracés ou c'était quoi? La plupart des copains avec qui je faisais du théâtre amateur, tout ça, et tous les autres copains autres qui... je gardais quand même une poignée d'amis là-dedans, mais n'arrivaient pas à comprendre cette démarche de basculement de vie et autres. Donc d'une part, je reviens ici, je reprends mon chantier, je pars en rond, je bosse au black le week-end pour me payer mes études pour pouvoir bouffer, j'avance mon chantier. C'est vrai que ça peut paraître complètement loufoque, mais... Ils trouvaient peut-être que tu ne te facilitais pas la vie. Je ne me facilitais pas la vie, mais en même temps, c'est la vie que je voulais. Ça a été un peu galère quelques années avant de rentrer dans le fonctionnement de l'intermittence, etc. Mais je ne regrette pas du tout, parce que ça m'a permis de... j'ai beaucoup travaillé en Belgique, j'ai travaillé dans plein d'endroits, avec des compagnies à droite à gauche. Je suis allé plusieurs fois en Afrique en tant que conteur, en tant que formateur. Aujourd'hui, j'en suis quand même avec une expérience de 35 ans, d'expérience des planches, de théâtre. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir ce qui te nourrit là-dedans. J'ai toujours senti ce besoin d'avoir un équilibre entre ma vie intellectuelle et ma vie manuelle. L'éducation qu'on m'a donnée, même si j'ai pas beaucoup vécu avec mes parents, mais le milieu dans lequel duquel je suis sorti, c'était quand même d'une génération où on considérait que pour être utile dans la société, il fallait faire des choses concrètes. Tu sais faire un métier de quelqu'un dans la vie. D'ailleurs, en Italie, c'est encore comme ça. En Italie du Sud, un maçon, un charpentier, un forgeron, à partir d'un certain âge, on l'appelle maître, comme ici on appelle un notaire, un avocat. Mais maître, c'est tout à fait justifié parce qu'il est à l'âge où il peut transmettre son savoir. Et c'était ces choses-là qui m'avaient été apportées et que je trouve plutôt intéressant, parce qu'effectivement, savoir faire des choses concrètes, c'est primordial. Mais il me manquait quand même cet autre aspect des choses. Moi, j'ai découvert que l'art existait, j'ai découvert ça très tard. Moi, je suis dans une maison où il n'y avait pas de livres. Aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce possible, une maison où il n'y a pas de livres? Donc, tout ce qui est théâtre, musique, conte, tout ça, c'est venu très tard. Mais je m'en suis gavé.
J'ai eu vraiment une boulimie de cette vie-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit, c'est d'apporter aux gens ce que j'ai pu apprendre. Et je trouve aujourd'hui quasiment jouissif de pouvoir être face à des gens et les amener à rêver, les amener complètement ailleurs, les faire voyager, rien qu'avec le pouvoir de la parole. Rien qu'avec ça. Waouh, quel bonheur! Donc, qu'est-ce qui me nourrit? Et le fait de toucher à plusieurs disciplines artistiques, tout en sachant que chaque discipline a sa particularité, une discipline me nourrit une autre. C'est très très intéressant. C'est vraiment du bonheur. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Donc. Et tu n'imagines même pas, à l'âge que tu as maintenant, peut-être faire ça toute ta vie. Peut-être que ça va changer aussi. Peut-être que ça va changer, mais aujourd'hui j'en suis vraiment à un stade où je me sens dans une sorte d'équilibre parfait. Donc j'ai toujours les terres autour de ma période agricole. Je viens encore de planter 400 oliviers. Je fais toujours du bûcheronnage. Je continue mon chantier, je fais mes charpentes et en même temps je fais mes spectacles, je fais mes créations, je fais mes mises en scène, je fais tout ça. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Et cet équilibre qui est, d'un côté on travaille avec de la matière concrète, de la matière, et de l'autre côté on travaille avec une autre matière qui est la matière humaine, je suis vraiment dans un état de satisfaction totale. Waouh! Donc oui, c'est du bonheur, si ça peut continuer comme ça, voilà, c'est tout ce que je demande à la vie. La santé bien sûr. Hein, parce que, oui. D'ailleurs, je crois que je suis persuadé quelque part que cette forme d'équilibre-là nous préserve pas mal de soucis de santé. Cet équilibre-là, je crois qu'il est indispensable pour être bien dans sa peau et bien dans son corps et bien dans sa tête. Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont en transition de vie, qui ont envie de faire des changements de vie pour quitter un mode de vie assez classique et intégrer des pratiques de vie plus alternatives ou carrément un mode de vie différent? Qu'est-ce que tu conseillerais? Parce qu'il y a des peurs, il y a des freins. Ouais. Souvent, il y a les freins de l'argent. Le fameux « moi je peux pas, j'aimerais bien mais je peux pas ». Il y a des peurs de perdre ses amis, voilà, si on fait des choix qui sortent trop de la norme. Qu'est-ce que toi, avec ton expérience, tu pourrais dire à ces personnes? Alors, ce que je pourrais leur dire, c'est déjà essayer, dans la mesure du possible, de bien supposer vos motivations, de bien regarder jusqu'à quel point vous vous connaissez assez vous-même pour savoir si vous avez les reins solides pour ce genre de choix. Pardon, les reins solides par rapport à quoi? Par rapport à tout l'inconnu qui peut se présenter. Parce que souvent, quand on d'ailleurs, ça fait un peu partie de mon métier, quand on se projette quelque part, c'est parce que c'est propre à notre nature humaine. La nature humaine est fabulatrice, basiquement. Heureusement que c'est comme ça, et ça c'est depuis très très longtemps. Fabulatrice, c'est-à-dire qu'elle s'imagine des choses? C'est-à-dire que si on a à choisir entre quelque chose, un raisonnement rationnel et un raisonnement qui touche à l'imaginaire, d'abord c'est l'imaginaire qui gagne. Même si c'est le rationnel qui souvent prend le dessus. Mais heureusement que c'est l'imaginaire qui gagne. C'est ça qui nous permet de faire des projets, de tomber amoureux, de se projeter dans la vie, d'imaginer des choses. Nous sommes dotés de cette capacité d'imaginer. Et cet imaginer, quelquefois, peut nous réserver des surprises. Donc, le conseil que je peux donner, c'est garder cette force de l'imaginaire. Et maintenant, si vous avez cette force-là, cette motivation, essayez de vous donner les outils pour faire cette transition. Ces outils peuvent être acquérir de compétences,
Ça peut être bien savoir avec qui on le fait, comment on est entouré, de quels moyens on dispose pour le faire. Et aussi d'avoir cette force, cette personnalité qui peut tenir tête à toutes les injonctions castratrices de l'environnement. Et ça, c'est pas rien. Ça, il ne faut pas le sous-estimer. Voilà, c'est le conseil que je peux donner aux gens qui ont envie de vraiment choisir leur chemin. Et c'est de se dire aussi, si ça correspond à ce que je suis, je peux le faire sans regret et sans remords. Si c'est vraiment le chemin qui correspond à ce que je suis. Est-ce que c'est prétentieux de se dire à soi-même, je me connais assez pour savoir de quoi j'ai vraiment envie? Mais de toute façon, c'est ça la vie. C'est bien pire que de faire les choses parce qu'on nous a canalisés vers ces choses-là. C'est bien pire de faire les choses qu'on n'a pas choisi de faire. C'est bien pire de se lever tous les matins et de faire des choses à contre-cœur. Waouh, quel supplice. Donc, allez-y, faites. Faites ce qui vous correspond. Merci. Avec joie et plaisir. Nous, on est super motivés et compétentes pour vous dénicher des pépites et vous les partager. Par contre, on ne pourra pas mener ce projet très longtemps sans votre aide. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo les différents moyens de soutenir le Tour de France des Hôtes possibles. Merci d'avance pour votre soutien et pour permettre à ce grand projet de continuer le plus longtemps possible.